Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission. Unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! Ayant grandi sur une ferme laitière, Laval-Lapointe a travaillé pendant 46 ans chez Nutrinor. Des histoires, il en a. D'ACL, en passant par Lactel et Nutrinor, il a vécu l'évolution de la coopérative depuis ses débuts. Alors, bienvenue Laval. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour, Merci Michel. d'être avec nous. Laval, je trouvais ça intéressant, en fait, qu'on puisse te parler, mais même avant de pouvoir commencer là, dans le vif du sujet, je me permets de tutoyer, parce qu'écoute, on a travaillé quand même un petit bout ensemble. Oui, des bons souvenirs pour moi. Donc, moi, je suis arrivé en 2002. En 2002, OK. En 2002, le 5 novembre 2002, à l'usine d'Alma. Puis là, j'étais directeur d'usine. En fait, ça faisait depuis 1990 que j'étais directeur d'usine. Donc, c'était rendu mon nouveau dada. Ouais. Il y avait eu la marque Nutrilait qui avait été créée. Puis ça mêle bien les gens. C'est peut-être le bon moment C'est ce que je pourrais pour dire, de le démêler. Là. Parce qu'encore aujourd'hui, il existe une marque Nutrilait. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent Nutrilait, c'est vous autres. Non, c'est pas nous autres. C'était nous autres au départ. Ça a déjà été. C'est ça qui est très mêlant parce que c'est vraiment, avec le nom Nutrinor, Nutrilait, ça va ensemble. Puis c'était voulu pour être un produit à forte distribution dans la grandeur de la province. Ouais. Puis on avait l'objectif d'en venir peut-être à du lait microfiltré, là, avec des gros investissements pour accoter les grands de ce monde. Puis on sait que c'est des technologies qu'AgroPure possède, puis Lactantia qui appartient à Lactalis, mais c'est à peu près tout là, d'un gros joueur. Alors, mais finalement, ça n'avait pas eu lieu. Puis la marque Nutrilait, Dairy World ont comme tombé dans un problème technique financier et Saputo ont acheté Dairy World en Colombie-Britannique. Puis la marque y a passé au travers. Autrement dit, Saputo, ils ont comme racheté en même temps la marque Nutrilait. C'était-tu voulu, pas voulu, je ne le sais pas. Là, je ne suis pas dans le détail. Ouais. Peut-être bien que d'autres pourront en parler plus que moi. Mais finalement, Nutrilait appartient maintenant à Saputo. Quand on voit du lait Nutrilait, ben c'est pas du lait de la région, c'est du lait... Ça veut dire que la marque, à l'époque, partait de la région. Okay. Elle partait de la région. C'est encore une création de la région, ça. Ça fait que quand je suis arrivé, il y avait les laits de base. Ouais. Il y avait lait écrémé, de lait blanc qu'ils appelaient, là, puis le lait au chocolat. Puis ils faisaient les cailles quand même. Ça, c'était historique. Là, OK, ça veut dire que les cailles, ça fait aussi longtemps que ça quand même qu'on les fait. Ça, ils le faisaient. Oui. Donc, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, ce que nous autres, on appelle les cailles, on appelle ça un lait acidulé. Qui était sous format 500 millilitres. 500 millilitres. Format de plastique, la petite bouteille de plastique. Puis en réalité, c'est très bon pour la santé. C'est un lait fermenté, en réalité. On dit acidulé, oui, il l'est, mais c'est par les bonnes bactéries. Exact. Ça fait que c'est un peu un procédé d'autrefois, là, mais qui a été... commercialisé à notre sauce, là, avec les normes d'aujourd'hui. Exactement. Fait que donc, du lait de base, donc dans le 0, 1, 2, 3. Oui. Le lait fermenté. On faisait du chocolat. Oui, le chocolat, oui. Parfait. Début des années 2000, aller jusqu'à la fin des années 2000. Donc, Nutrinor, ça sort, j'oserais dire, de son nuage là, de grisonnade, pour ne pas dire sur le noir. Donc là, on voit un peu les beaux jours arriver là, du côté de Nutrinor. Absolument. Même si la situation était difficile financièrement, Yves nous disait, on va s'organiser pour trouver l'argent. On va s'organiser. Il m'avait demandé à ce moment-là, puis ça, dès l'entrevue que j'avais passée, il disait, on a l'idée d'aller dans la microfiltration. Puis il avait embauché un ancien de Natrel, là, un vice-président de Natrel qui était à sa retraite, mais qui a aidé quand même à restructurer la partie laitière. Puis il était là au début, il était 2 mois de temps, le temps que j'arrive. Et il disait, on pourrait partir un système de microfiltration. Mais moi, j'ai vite vu, là, moi, j'étais marqué au fer rouge par Chambord. Les projets à du 8-10 millions, là, parce que c'est de ça qu'on parlait. Donnez-moi un petit break. Fait que là, je regarde ça, j'ai dit, on peut quand même au moins lancer une bouteille avec un bouchon. Mm-hmm.
Puis ça va déjà avec aussi un lait qui est plus frais, qu'on assurait la fraîcheur. Plus tard, c'est devenu la traçabilité, là, mais au début, c'était la fraîcheur. On a investi dans de la réfrigération pour mieux réfrigérer. C'était un premier gros projet, ça, un 300 000. Donc, là. si tu peux nous le vulgariser, dans le fond, tout ça dans le but que notre lait se conserve plus longtemps. Oui. Ouais. Puis à la fois le bouchon que les procédés de réfrigération. Réfrigération surtout. Réfrigération. Mais ça, c'était l'étape rapide. Ouais. Là, après ça, j'ai dit, il faut trouver d'autres choses. On ne peut pas faire de la microfiltration. Il faut trouver d'autres choses. À force d'essais, écoutez, c'était des essais, on est allé à Saint-Hyacinthe, on a fait pendant nuit et jour, là, des essais à coût de 500 essais coupling de température et de pasteurisation. On a mis au point un procédé de pasteurisation qui nous donnait 7 jours de plus. Honnêtement, là, c'est unique. OK. C'est unique. Mais ça a pris 5 ans de développer ça. Puis tout ça qui a été développé que par Nutrinor, là, parce que pour les gens ont sûrement la question. Oui, c'est ça, les gens ont sûrement la question. Ouais, mais ça n'existait pas déjà quelque part. Non. On peut-tu utiliser ça? Non. On peut-tu faire du copier-coller comme on dit? Les gens qui nous vendent des cartons, là, dans le temps, c'était Evergreen, c'est devenu Elopak, mais c'est des grosses compagnies là, de cartons. Ils disaient, tu t'es trompé de code, là, tu mets 31 jours sur ton code. 31 jours de conservation, c'est 24 avec le procédé que tu as là. On avait une petite boîte noire qu'ils ne voyaient pas, là. On était caché, évidemment. Non, c'est pas une erreur. On code 31. Comment vous faites ça? On vend des cartons partout en Amérique du Nord. Puis il n'y a personne qui fait ça. Puis ce procédé-là était unique puis nous appartenait. Exact. Donc là, on a une nouvelle gamme NutriPure qui vient de sortir. Ceux-là avec le bouchon. Là, on est dans le procédé qu'on a développé. Oui. Et là, si je ne me trompe pas, après le NutriPure, on a notre gamme bio qui est arrivée. Avant ça, on a développé une gamme Addicio. Ah, Addicio. Okay. Addicio, qui était 3 laits. Un lait supplémentaire à l'oméga 3. Ouais. Un lait supplémentaire en calcium, puis un lait en probiotique en fait, c'est un symbiotique. Il y avait des prébiotiques puis des probiotiques. Probiotiques, c'est des bonnes bactéries qui se développent dans l'intestin. Prébiotiques, c'est une fibre qui vient de la racine de chicorée, c'est naturel, qui alimentait ces bactéries-là dans l'intestin. OK, je comprends. Bref, on était très innovateurs. Très innovateur. On suivait tous les forums internationaux qu'il y avait à Montréal là, sur les bonnes bactéries qu'on peut maintenant utiliser pour... Puis encore, on entend beaucoup parler de ça là, dans le concept d'enlever les antibiotiques dans les produits animaux, les animaux et tout ça. Remplacer ça par des probiotiques. C'est vrai aussi pour les animaux. Okay, ouais. Mais en fait, on est un animal à 2 pattes. Hein, ça fait que c'est bon pour nous autres aussi. Fait qu'on avait développé ça. AgroPure nous ont copié 1 an et demi, 2 ans plus tard. Puis finalement, on n'a pas eu... les ventes n'ont pas été suffisantes pour justifier... On n'a pas suivi, là. Mais en tout cas, au moins, c'était un pas dans l'innovation. Les années 2000, autant le début des années 2000 que même dépassé 2010, ont comme été marqués par la sortie de produits innovateurs. Ah oui, tout le temps. Parce que là, il y a eu, même avant Addition, il y a eu NutriPure. Là, on a Addicio. Exact. Ensuite? Puis là, le lait biologique est arrivé. Là. OK, le lait bio. En 2007. Ça, c'était mon patron du temps, puis que je lui accorde le crédit. J'ai dit, Denis, il s'appelait Denis, j'ai dit, on va produire une tasse à thé dans le lait biologique. Là. C'est dans la région, il n'y a pas de marché pour ça. Là-dessus, j'avais raison. Mm-hmm. On n'en produisait pas gros. Je ne veux pas dire que c'était payant, mais on a mis le pied dans le lait biologique. Okay. Mais il était brillant, là. Il était brillant parce que plus tard, la grosse compagnie Liberté, qui avait été achetée par des intérêts américains, puis qui était rachetée par la suite, ont décidé de ne plus produire le lait Liberté biologique. Mais ça nous a ouvert une porte. Fait que dans l'espace de 3-4 mois, on a pu produire tout le lait biologique qui représentait à ce moment-là un 25-30 % du marché québécois. OK, quand même. Québécois, pas de la région. Québécois. Ça veut dire qu'on a saisi cette opportunité-là pour rentrer dans le marché. Mais si on n'avait pas eu la main déjà dedans, fait que ça appartient à Denis Brassard qui avait eu cette vision-là. Peut-être que Yves était en arrière, là, parce que là, à ce moment-là, Denis était sûrement qu'Yves était en arrière, mais c'était visionnaire. C'est là que des fois, moi, j'étais plus des fois le nez dans la sauce, mais il y en a qui voyaient plus loin que moi. Moi, je disais, une toast, ça ne vaut pas la peine, mais ça valait la peine. Fait que ça, c'était une belle innovation. Ouais. Puis est-ce que dans nos procédés, il a fallu s'ajuster parce que de faire du lait, ce que j'appelle du lait conventionnel, puis du bio, c'est quand même différent? C'est de la ségrégation. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Okay. Ça fait qu'il faut pas que tu aies une goutte de lait ordinaire qui se mélange au lait biologique. Okay. Pas une goutte. Donc, ça prend des rinçages spéciaux, assurer que les silos sont différents. La collecte est différente. C'est des collectes évidemment différents.
De A à Z, là. Alors, c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Puis, il y a un cahier de charge, il faut qu'il soit respecté au niveau des producteurs bio évidemment, parce qu'il a fallu qu'il y ait des producteurs. Moi, je ne m'occupais pas de cette partie. Là, c'est là l'avantage de Nutrinor. Ouais. C'est le secteur agricole de Nutrinor qui développait ça avec des producteurs. Tout à fait. Donc, c'est là que Nutrinor avait un gros avantage par rapport à d'autres pour aller après ça dans la traçabilité, que les grands de ce monde ne peuvent pas faire. C'est trop complexe, là. C'est ce que je m'en allais dire. Puis, tu sais, on peut même rentrer tout de suite là, dans ce domaine-là qui m'intéresse quand même grandement parce que, en fait, parlons de la traçabilité chez Nutrinor qui existe depuis le début des années 2000, si je ne me trompe pas. Il me semble que les premiers balbutiements datent de fin des années 2000, je me trompe-tu? Non, d'après moi, ça commence pas mal avec le lait biologique. Avec le lait biologique? Okay. Parce que vu qu'on faisait la ségrégation, ça se traçait mieux, mais je peux dire? Oui. À partir de là, ça rouvrait la porte. Okay. Mais c'est pas mal avec le lait, mais peut-être quelques années plus tard, là, je te dirais, là, c'est tellement passé de choses, mais c'est pas au début. Explique-nous, dans le fond, pour les gens, pourquoi c'est important, puis c'était quoi le défi, dans le fond, de faire de la traçabilité, parce qu'il n'y avait aucune laiterie qui le faisait. Non, puis je pense pas qu'il y en ait encore. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, dans le fond, explique-nous le chemin, d'où est-ce que ça part? Là. C'est à partir de la ferme. Mettons que tu as eu 4 traites de lait sur 2 jours. On ramasse le lait aux 2 jours. Faut s'assurer que cette information-là se retrouve quelque part dans l'ordinateur de la laiterie ou de Nutrinor. C'est le nombre de litres, l'âge du lait, le nom de la ferme. Plus tard, ils ont rajouté des petites vidéos tout ça de ces fermes-là. Et ça, il faut s'assurer que dans l'usine, c'est ségrégationné dans les bons silos. Quand on embouteille ça, il faut s'assurer que l'information se retrouve à partir du code de péremption qu'il y a sur le litre de lait, que ça soit concordant, que l'information se retrouve au début, là, à tout bout de champ, les gens oubliaient d'aller codifier l'information. On disait, mais l'information n'a pas été rentrée, le consommateur ne la trouvait pas. Ça n'a pas arrivé souvent, mais il ne faut pas que ça arrive non plus. Là, non, c'est ça. Parce que tu perds de... Mais c'est beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline, là, c'est pas facile. Pour gagner en crédibilité, dans le fond, parce pour que là, pour rassurer le consommateur, regarde la pinte de lait que tu as acheté, ton litre de lait, tu sais d'où ce qu'à part, quand est-ce que les vaches ont été... Quand est-ce qu'elles étaient transportées. Je pense même qu'on met le nom du transporteur, si je me rappelle bien. Puis, quand est-ce qu'elle a été embouteillée à l'usine? Souvent, tu as le code de péremption, mais tu n'as pas la date de production. Là, ça donne la date de production au consommateur. Donc, c'est unique, c'est sûr, mais ça demande une grande discipline. Puis, je voulais aussi que tu nous parles, dis-moi dans les années, là, tu me situeras, mais de l'ultrafiltration, de tous les équipements modernes qu'on a acquis, qui nous ont permis de faire d'autres choses. Moi, en 2018, on m'a demandé, dans une intégration d'un nouveau directeur d'usine, puis évidemment, là où je me trahissais, j'allais vers une fin de carrière, donc on m'a demandé de revenir à mes amours de départ des années 80, recherche-développement. Fait que de m'occuper du développement, recherche, incluant pas juste la laiterie d'Alma, mais tout le secteur laitier. Là. Pour le fromage, finalement, à Champêtre, chez Perron. Explique-nous, dans le fond, l'ultrafiltration, ça consiste en quoi? Tu prends du lait, tu l'écrèmes. Puis le lait crémé, tu le passes dans des membranes qui sont très, très, très fines. De sorte que la protéine reste d'un côté, c'est comme un filtre, d'un côté de la membrane, mais le sucre, il passe, la lactose du lait, la partie sucrée, puis les minéraux, ils passent de l'autre côté. Donc, on se retrouve à ce qu'on appelle un perméa. Ça ressemble à du jus de pomme, pour dire. Là. C'est un jus de pomme clarifié. Là. Tu vois au travers. Toute la protéine de lait est du côté concentré. C'est assez spécial. C'est des membranes qui font ça. C'est un procédé physique. Et tu te retrouves avec un produit qui a, mettons, dans le lait, il y a 3,5% de protéines. Tu te retrouves avec un produit qu'on monte à 13-14% de protéines. Et ça, il y a divers produits qu'on peut faire. Le lait sans lactose est fait à partir de ça, qui nous permet, c'est une technologie qui permet de faire du lait sans lactose. Je ne rentrerai pas dans le détail, ça va être compliqué, mais ça nous permet ça. Et d'enrichir le lait, comme on faisait à Normandin dans le temps, enrichir le lait avec des protéines pour, mettons, tu sors avec, mettons, pour 10 000 litres de lait, normalement, tu sors 1000 kilos de fromage. Tu sais? Mais là, tu peux sortir jusqu'à 1200, 1300 kilos de fromage. Dépendamment de l'enrichissement. Ce que ça nous donne de plus, c'est qu'on peut, encore une fois... augmenter la capacité. C'est ce que je m'en allais dire, c'est ça. Parce que, et aussi,
pas produire, mais rentrer plus de lait de la région, Oui. donc en sortir plus de manière transformée sans aller On parle de l'acheter 13 ailleurs. millions de litres cette année. Là. Encore là, avec l'ultrafiltration, Ouais. on fait un produit maintenant, un genre de blanc manger, Ouais. mais qui est supplémentaire en protéines, OK. qui a 10 grammes de protéines par portion, qui est très peu de sucre, beaucoup de calcium, vitamine D, qui est avec 4 ou 5 ingrédients seulement, des ingrédients naturels. Et sur l'île de Montréal, les hôpitaux utilisent ça pour donner à leurs patients, à leurs malades. Ouais. C'est ça. Alors ça pourrait peut-être faire boule de neige. Là. Tout à fait. Oui. Puis en fait, même avant de terminer, là, si tu pouvais, Laval, nous dire en résumé, là, pour toi, on parle de, rappelle-moi le nombre d'années. 45 ans, 45 si on compte ans, 77. Là, on va arrondir en disant 45 ans. Ça a été quoi pour toi, Nutrinor, puis la fierté que tu as eue de travailler chez Nutrinor pendant ces années-là? Ouais. Donc, si tu pouvais nous résumer ça. En résumé, ça aurait été mon entreprise à moi, puis j'aurais jamais mis plus d'énergie que ça. Mm-hmm. Pour moi, le Nutrinor, c'est une partie de moi-même. C'est pas compliqué. J'ai mis énergie, j'ai mis tout ce que je possédais avec mes forces, mes faiblesses, parce qu'on en a toutes. Mais j'ai fait une excellente, belle carrière. Je remercie Nutrinor de m'avoir donné l'opportunité. Puis je le dis là, on a été dans plusieurs domaines des précurseurs, puis on était en avant de bien du monde. Que ça allait virer comme ça à Chambord, c'est un incident de parcours très malheureux pour la région, mais c'est pas dû à la qualité de main-d'œuvre. D'ailleurs, je me souviens, le directeur qui est encore là, vice-président d'AgroPure des RH, m'avait mentionné, Pierre Corriveau, m'avait mentionné, j'ai rarement vu une qualité de main-d'œuvre comme vous aviez. Et crois-tu que c'est dû à la force de la coopérative d'avoir une qualité de main-d'œuvre comme ça? Une volonté des producteurs de se prendre en main, d'être autonome. Ouais. Puis s'il y a une leçon à retirer, là, c'est qu'il ne faut jamais que la région perde ses leviers de contrôle. Natif de l'Ascension, Jérémy a toujours voulu être mécanicien, mais le football l'a forcé à poursuivre l'école. Il a fait un pré-universitaire en sciences de la nature au Cégep d'Alma, puis un bac en biologie à l'Université de Sherbrooke. C'est l'amour qui l'a ramené à ses racines et de fil en aiguille, après avoir travaillé en agriculture, il postule chez Nutrinor et est embauché en tant que préposé à la laiterie en 2010. Depuis ce temps, il a touché à peu près à toutes les machines possibles, fait avancer de grands chantiers, notamment en ce qui a trait à l'automatisation et aux nouvelles technologies. Passionné d'histoire et toujours intéressé à apprendre, il nous parle aujourd'hui des produits laitiers. Bienvenue Jean-Rémy. Salut Michel. Merci d'avoir accepté l'invitation. On ne m'a pas donné le choix. En fait, déjà d'avance, là, je me permets de tutoyer parce on se voit quand même assez régulièrement. Oui, toi aussi, ça fait longtemps que tu es là. Oui, ça fait quand même un petit bout aussi, moins longtemps que toi, je pense. Hein? Moi, c'est depuis 2017, si ma mémoire est bonne, 2018. Là. Donc, on va se permettre de se tutoyer. Ben oui. Écoute, Jérémy, j'aimerais ça qu'on commence directement dans le vif du sujet. Là, on parle des produits laitiers, que tu nous expliques, dans le fond, le chemin complet du lait. Donc, à partir du moment où est-ce qui est récolté à la ferme, aller jusqu'au temps que ça arrive à la laiterie. Le lait est cueilli à la ferme par une citerne qui est conduite par un expert essayeur. C'est un camionneur qui a un cours pour être capable de juger de la qualité du lait sur place. Ah, OK. Donc, ça veut dire que la personne, à chaque ferme. À chaque ferme, il y a un test qui est fait? Il y a un test olfactif, valide la température, valide le niveau, l'état général de ce qu'on appelle la laiterie de la ferme. Ce n'est pas la laiterie de Nutrinor, mais chaque ferme a sa laiterie. Mm-hmm. Donc, il y a une responsabilité pour le camionneur, l'expert essayeur. C'est plus qu'un camionneur, c'est pour ça que ça a le titre d'expert essayeur, d'accepter le lait. Ah, OK. Donc, une fois qu'il a accepté le lait, c'est plus la responsabilité du fermier. Donc, il devient la propriété des producteurs laitiers du Québec. OK, donc pas nécessairement de Nutrinor. Non. C'est le PLQ, producteur laitier du Québec. Je vais souvent dire PLQ, c'est beaucoup moins long. Eux ont la responsabilité du pool de lait. Ensuite, chaque transformateur va faire sa commande de lait selon ses besoins, ses commandes. OK. Tout le lait appartient au PLQ une fois qu'il est récolté à la ferme. Et c'est un pool de lait, donc des circuits, là, on appelle ça des runs de lait, là, 41, 42, 45, différents chiffres là, qui vont les nommer. Ouais. Chaque transporteur de lait
nous, on a une division de transport de lait vrac. OK. Donc, on a une certaine autonomie là-dedans. Donc, on décide quelle ferme on met dans notre circuit. Le PLQ décide le circuit va dans quelle usine. Ah, je comprends. Ouais. Donc, ça veut dire que par la suite, moi, ce que j'appelle dans des citernes, là, le lait qui est récolté, arrive à la laiterie combien de fois par semaine? Combien de fois par jour? Chaque jour, on est obligé. Chaque jour, OK. Chaque jour, on est obligé de recevoir du lait. Ça, plus ferré là-dedans. Ouais. Donc, sur 7 jours, il faut à chaque jour recevoir entre 10 et 17 % du volume hebdomadaire qu'on a commandé. OK, quand même. Parce que les vaches, ben, eux, samedi, dimanche, Ouais, ça, ils n'ont ils pas de continuent. différence. Donc, le lait est relativement stable d'une journée à l'autre. Ouais. Donc, la réception du lait est ouverte 7 jours sur 7. Donc, en moyenne, dernièrement, si je peux dire, Ouais. on va commander entre 600 et 700 000 litres de lait par semaine. Quand même. De lait standard, une version lait biologique, lait vache en liberté, le VEL. Mais c'est important que tu fasses la différenciation parce que souvent, les gens se posent la question, le lait que je consomme, que ce soit du lait que j'appelle régulier, vache en liberté ou bio, c'est pas tout dans la même citerne. Donc, ça veut dire qu'il y a des circuits ou des routes différentes. Le biologique est géré par les PLQ aussi. Donc, OK, aussi. Vraiment, si je commande du lait biologique, il faut que je passe par le PLQ. Je veux, exemple, 34 000 litres de lait bio cette semaine. Ouais. Il va arriver dans un circuit qui ramasse que des fermes biologiques. OK. Pour le lait vache en liberté, c'est un peu une twist de Nutrinor parce qu'on contrôle de la ferme au transformateur. Pour une raison de traçabilité? Oui. Puis Ouais. aussi, ben, ça, si vous n'avez pas déjà parlé, vous allez en parler du PADN, Ouais, tout à fait. le Pacte d'agriculture durable. Ces fermes-là, ils ont adhéré au pacte, puis on a été capable d'organiser un circuit qui ramasse juste des fermes qui ont adopté le PADN. Ah, OK, ouais. Donc, on est capable de ségréguer le lait à l'arrivée à la laiterie aussi. Donc, c'est pour ça aussi que via nos nouveaux contenants, on est en mesure de garantir que ces vaches-là, donc que ce lait-là, provient de vaches en liberté. Oui. Parce que sinon, ça aurait été impossible de le faire. Impossible. Et ensuite de ça, le chemin, si on continue le chemin du lait, ça veut dire qu'il a été testé avant que le lait se dirige vers la laiterie. Pas vers la laiterie, mais dans la laiterie. Oui, c'est ça. Donc, température, odeur, visuel, antibiotique, pH, acidité, composante. OK. Composante, c'est une machine qu'on appelle le FT1. Il va analyser le lait en à peu près 2 minutes. Il va sortir le gras, les protéines, le lactose, c'est ça, les totaux. Parce que dans le fond, le besoin initial de tout ça, c'est de pouvoir garantir que le lait qu'on va transformer ensuite à la laiterie est le plus... Le plus sain possible. Ouais, le plus sain, le plus pur possible. Il y a une expression que Laval nous avait expliquée, qui m'a appris moi, quand j'ai commencé à être un peu plus impliqué. Quand tu pars millionnaire, c'est dur de faire de quoi de bon avec le lait. Ouais. Millionnaire étant en charge bactérienne. OK. Si on part à 1 million de bactéries par millilitre ou par litre, là, Ouais. c'est une autre affaire que je ne suis pas sûr, ben, on en tue 99,9 %, ben, il va en rester plus. C'est vrai. Si on part en bas de 50 000, alors là, on se donne toutes les chances. C'est sûr. C'est sûr. Puis en même temps, je suppose que ça nous certifie ou je dirais que ça nous conforte dans le fait qu'on est sûr et certain avant de passer à une étape, à l'étape d'ensuite qu'il n'y aura pas de contaminants quelconque. C'est le principe de la qualité à la source. OK. Et donc là, je suppose que l'étape d'ensuite, là, le lait devient la propriété de la laiterie. Oui, aussitôt que l'opérateur a dit « OK, c'est beau, ouvre la valve », même si le lait est encore dans la citerne, maintenant le lait est à la laiterie. OK. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le lait est prêt à être transformé. Est prêt à être transféré vers les silos et oui, ensuite, il peut prendre différents chemins là, pour la transformation, dépendamment de nos besoins. Exactement. Tu parles de silo, ça veut dire que le lait, à quelque part, est entreposé un certain temps de manière à ce qu'on puisse en avoir en quantité suffisante pour le transformer. Exactement. Ça veut dire aussi que, en fait, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs silos selon l'utilisation qu'on veut en faire? On a 8 silos qui peuvent accueillir du lait qui vient des citernes des producteurs et aussi faire d'autres utilisation. Là. En tout cas, maintenant, on reçoit du lait, mais on expédie aussi des produits en vrac, en citerne. Donc, les silos peuvent faire du in and out, si on peut dire. À quel niveau ça représente un défi au niveau de la production? Parce que souvent, on a l'impression que ça se fait comme par magie, là, mais je veux dire, dans la chaîne de production, il y a des défis, puis il y a des difficultés qu'on peut avoir. Là. Oui, bon, c'est sûr. Le plus gros, je dirais, c'est l'ordonnancement. OK. Savoir quoi faire, quand le faire. Faut intégrer des interlocks, là, des contraintes de qualité. Mettons le biologique, il faut qu'il soit fait en premier, les lignes soient propres. Le lait VEL, c'est
pas en premier, mais c'est la même chose. Faut pas se contaminer avec, entre guillemets, là, se contaminer. Ouais. Pour starter du bio, il faut que tout soit propre. Oui, c'est vrai. Évidemment. Minimum de rince à l'eau froide de ville, ainsi de suite. Là, mais fait faut gérer le lait régulier comme un allergène pour du lait bio, finalement. Je comprends. Faut passer le bio en premier. Ensuite, ça va être le régulier. Ensuite, d'autres sortes de produits. Mettons, on parle de lait au chocolat parce que c'est facile, c'est brun. Après du lait au chocolat, on fait rien. On lave. C'est vrai. C'est fini. Même chose pour le sans lactose. Le lait, tout le reste du lait dans l'usine est un allergène pour ce produit-là. Mm-hmm. Donc, lui, il faut vraiment, c'est pas juste un rein, c'est vraiment propre, assaini, stérilisé avant de pouvoir processer le lait sans lactose. Donc, ça veut dire à ce moment-là que les lignes d'emballage doivent dépendre des commandes qu'on a. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours le même type d'emballage selon les commandes qui ont été effectuées? Non. Les emballages, un exemple sur la QL11, qui fait la cartonneuse 1 litre et plus petit, mettons, 1 litre, 500, 200, jusqu'au petit lait école. Dans une journée, il va peut-être passer une quinzaine de contenants différents. OK, donc la même emballeuse fait plusieurs contenants. Là, on ne parle pas seulement d'une machine égale un SKU. Non. Okay. Non, une machine égale un ou des formats, divisés en plusieurs SKU. Ouais. Et à ce moment-là, je crois que c'est là où est-ce que la manœuvre qui est faite pour livrer ces produits-là entre en ligne de compte. Oui, à la sortie des lignes d'emballage, le lait est dirigé vers l'entrepôt froid. Ouais. Il y a deux chaînes de transport qui amènent 3 machines d'un côté, 3 machines de l'autre côté. Donc, ils vont avoir un stockage plancher, si on peut dire, il va y avoir presque tous nos produits qui sont stockés en plancher. Donc là, les préparations de commandes vont commencer pour s'en aller vers nos entrepôts satellites. Et à ce moment-là, quand on est rendu à l'entrepôt, comment s'orchestre la distribution pour se ramasser, soit à l'épicerie, dans les dépanneurs, etc.? On a 2 types de distribution. La distribution par les distributeurs laitiers. Ce sont des... comment je dirais ça? C'est des travailleurs autonomes qui travaillent à distribuer nos produits. OK, le bon vieux laitier, comme on l'a connu. On l'a toujours appelé le laitier, mais c'est un distributeur laitier. Ils font plus que ça. Ils ont les œufs, ils ont du pain, il y a de la viande avec la charcuterie aussi. Et ça veut dire, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des employés de Nutrinor, c'est des entrepreneurs qui achètent quoi? Qui achètent des routes de lait? Exactement. Oui? Oui. Ils achètent des routes de lait. Donc ça, c'est un modèle de distribution, ce qui est beaucoup plus local, ce qu'on connaît dans la région. Il y en a quelques-uns à l'extérieur. Je pense qu'il y en a un à Québec, puis 3-4 à Montréal. OK. C'est en volume quand même beaucoup plus marginal que ce qu'on a ici, malgré qu'à Montréal, il y en a quelques-uns qui sont rendus assez gros. OK. Ensuite, on a aussi toute la distribution qu'on fait en entrepôt. Quand on parle en entrepôt, on parle Sobeys, Metro, des gros clients comme ça, Costco. Donc là, on va livrer à la vanne. Nous, on ne fait pas une préparation de commande, on fait une préparation de lot, je dirais plus. OK, je comprends. Donc, à ce moment-là, la personne qui le consomme à la maison, je crois même que chez Nutrinor, on est en mesure de pouvoir tracer, donc de pouvoir garantir la provenance du lait même. Oui, dans les produits qu'on a parlé un peu plus tôt, le lait VEL, vache en liberté, qui vient des fermes qui ont signé le PADN, et le lait biologique. Et en quoi c'est, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, c'est si difficile d'avoir une traçabilité? Parce que, si je ne me trompe pas, on est sinon un des seuls à pouvoir le faire. Pour un autre lait que le biologique, oui, on est les seuls. Donc, ça veut dire, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez consommer les produits de Nutrinor, pour certains produits, dont ceux de Vache en Liberté et certains autres, là, vous vérifiez sur l'emballage, c'est marqué traçabilité Nutrinor. Vous êtes en mesure, en rentrant, c'est le code de péremption. C'est le code de péremption. Il y a un code QR pour scanner pour amener directement au bon site Internet. Ouais. Puis avec le code de péremption, là, on peut retracer l'histoire du lait. L'histoire du lait, puis même d'arriver dans le fond, aux quelques producteurs qui ont été en mesure de fournir le lait qu'on consomme. Donc, en même temps, ça donne, je dirais, ça rend plus accessible, puis ça démystifie le chemin du lait qui a été fait. Oui, effectivement. Maintenant, faisons une coupure au niveau du lait. Parlons maintenant de l'eau. De l'eau chez Nutrinor. En fait, j'aurais le goût de te poser la question, comment fonctionne notre usine d'eau chez Nutrinor? Elle est basée à Héberville, c'est les sources Mézy. En quoi l'eau qu'on a est différente, par exemple, de certains autres fournisseurs, ou est-ce que ça sort du robinet? Ou, l'eau à Mézy est issue d'un escaire glaciaire. OK. C'est le même principe que l'eau ESCA. Ouais. Qu'on connaît bien. Le ESCA vient du mot escaire, mais à Héberville, c'est la même formation géologique qui fournit cette source-là. OK. Donc, c'est une eau filtrée naturellement
par un escaire glaciaire. Est-ce que c'est à peu près le même chemin, c'est-à-dire l'eau qui rentre à l'usine d'eau à Héberville, est-ce qu'elle subit le même genre de traitement ou de processus avant d'arriver à l'embouteillage? Non, c'est beaucoup plus simple. Oui. Donc, il y a le pompage. Oui. C'est un gros puits artésien, finalement. Il y a une ozonation. Donc, l'ozonation est là pour empêcher l'eau de finir par goûter de plastique. OK, je comprends. Tu laisses ta gourde d'eau de sport, puis tu la prends le lendemain, ça goûte pas Oui, c'est ça. Fait que l'ozonation va garder l'eau stable dans le temps. Je pense que c'est le bon terme. Donc, ça prend... ça se fait en continu là, pendant que l'eau est là. C'est ozoné en continu. Et ensuite, ça va directement aux machines d'emballage. OK. Soit dans bouteilleuse, soit en emballage. Soit du 18 litres, du 4 litres ou du 500 plastique. Et par la suite, là, on entre la distribution. Oui, ça s'en va directement en distribution. Soit que ça part de Mézy pour aller à Jonquière pour faire la distribution locale des distributeurs de Jonquière. Ouais. Ou ça vient à la laiterie d'Alma pour repartir vers les autres entrepôts satellites. Même à Chibougamau, on monte des vannes complètes à Chibougamau directement. Quand même. Ouais. Sinon, en fait, pour Jean-Rémy, là, avec l'expérience que tu as acquis au courant des années, je dirais, c'est quoi que tu aimes le plus de ton travail? C'est sûr que j'ai l'expérience d'une usine. Donc, parfois, je me demande toujours comment ça se ferait ailleurs, mais on finit par trouver des chemins, je pense, qui font qui comptent nos besoins à nous d'une petite grosse laiterie ou d'une grosse petite. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas dans rien qu'en anglais, mais un range de grosseur qu'il y a ailleurs. Mm-hmm. Puis je suppose aussi que ça amène une certaine créativité ou innovation de plus, parce qu'en étant une plus petite équipe, ça amène à, comme dirait l'expression, à se revirer ça comme ça une scène. Oui, assez régulièrement. Puis on entend souvent la phrase « comment qu'on pourrait faire autrement ». Ouais. Ça arrive, ça arrive à tous les jours. Fait que Jean-Rémy, pour terminer, j'aurais le goût de te poser la question. Ça signifie quoi pour toi, pour Jean-Rémy, de travailler à l'intérieur de Nutrinor? La meilleure réponse que j'avais trouvée, c'est que c'est dur de se lever tous les matins pour aller travailler. On a les enfants, les autres, tout ce qui va alentour de la vie qui va vite. Ouais. Mais c'est pas dur de se lever pour aller chez Nutrinor. Ah, OK. En tout cas, de mon point de vue à moi, j'ai la chance de pouvoir avoir grandi dans l'entreprise, d'avoir eu de beaux défis, d'en avoir demandé, d'en avoir reçu, d'avoir été impliqué je dirais par défaut des fois, parce que le niveau de connaissance suit ou pas. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est dur de se lever et travailler, mais c'est pas dur de se lever pour aller chez Nutrinor. Génial. Merci Jean-Rémy pour terminer d'avoir participé à cette balado. Ouais, ça fait plaisir. À bientôt. Merci. Natacha est embauchée à la fromagerie Perron le 21 février 2005 pour la gestion des inventaires. Elle avait déjà effectué un stage à la fromagerie en 2000 dans le cadre de ses études en sciences technologies des aliments. Par la suite, elle a occupé plusieurs autres postes, qualité, recherche et développement, opérations pour devenir aujourd'hui directrice des opérations. Passionnée par le fromage, le travail d'équipe, la recherche d'opportunités d'amélioration, elle est bien fière de la fromagerie Perron qui a aujourd'hui 134 ans et de sa petite sœur, la fromagerie Champêtre de Repentigny. Alors, bienvenue, Natacha, à cette balado. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur. Alors, écoute, j'aurais le goût de commencer dès le départ. Donc, à la fondation de la fromagerie Perron, on parle de quelle année? Perron a été fondé en 1890. 1890, et on produisait à l'époque que du cheddar. Du cheddar, surtout de maturation, qui était en majorité exporté directement vers l'Angleterre. Vers l'Angleterre. Donc là, tu m'amènes sur de quoi que je trouve hyper intéressant, parce que certains parlent de rumeurs, d'autres parlent de faits historiques. Il existe je dirais presque une légende qui parle que c'était le fromage officiel de la reine. Il n'y a pas de données qui nous dit qu'on était le fromage officiel de la reine. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y avait du fromage Perron en Angleterre dans les époques où Mme Élisabeth II était là. Mais comment ça s'est passé? Je suis curieux de savoir, parce que là, on l'exportait déjà de ce que tu nous as dit en Angleterre. Oui, déjà, même dans ces années-là, on exportait beaucoup. C'était le marché. L'Angleterre cherchait du fromage. Ah, OK. Puis au Québec, puis au Canada, il y avait énormément de lait disponible, ce qui n'était pas le cas
au Royaume-Uni. Alors, de façon systématique, on n'était pas les seuls fromageries, la seule fromagerie à exporter, mais c'était du temps de faire ça. OK. Donc, revenons à la fondation de la fromagerie, donc avec la famille, évidemment, Perron. À l'époque, comment s'est fondée la fromagerie Perron? Parce qu'il y avait, un fondateur, mais ça provenait d'un besoin. Oui, ça provenait d'un besoin de tout simplement transformer le lait des fermes de Saint-Prime. Okay. Puis, M. Adélard Perron a démarré cette fromagerie-là au centre de Saint-Prime, qui est aujourd'hui le musée de la fromagerie, qui c'est la première fromagerie. C'est dans cette bâtisse-là que le musée est aujourd'hui. Fait que oui, c'est avec un besoin local de transformer le lait puis de faire quelque chose de différent. Et à l'époque, on a parlé de cheddar, mais ça comportait en quoi les produits qui sortaient de la fromagerie Perron? Il y avait du frais du jour, évidemment. À l'époque? Oui. Non. Il n'y avait pas de frais du jour? Non, okay. le frais du jour est arrivé, je dirais, presque en même temps que moi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est arrivé à la fin des années... avant les années 2000, évidemment, là, mais peut-être 85, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, c'était quelle sorte de fromage? Que du fromage vieilli. Il n'y avait pas nécessairement de distribution. J'aimerais que tu me parles parce que la fromagerie Perron a, jusqu'à presque tout récemment, du moins jusqu'à l'arrivée de Nutrinor, été une entreprise familiale. Oui, depuis la fondation en 1890 par Adélard Perron, il y a eu 4 générations qui se sont suivies jusqu'à... On a eu donc 4 générations. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec la dernière génération avant l'arrivée de Nutrinor en 2015. Moi, j'ai travaillé avec Jean-Marc Perron. OK. Puis, lors de mon passage en 2000, j'ai pas eu la chance de rencontrer Albert. Là, malheureusement, il venait de décéder. OK. Mais sinon, j'aurais pu en côtoyer 2 générations. Et ça veut dire qu'à l'époque, je dirais à ton arrivée à la fromagerie, est-ce que la fromagerie Perron a toujours les mêmes gammes de produits? Donc, on parle toujours de fromage vieilli? Oui, on parle toujours de fromage vieilli, mais il y a d'autres choses qui sont arrivées avec les années. Finalement, on a suivi un peu les modes comme les besoins des clients et tout ça. Au départ, comme on parlait plus tôt, il y avait surtout du fromage de maturation, donc notre fameux cheddar vieilli. Frais du jour a fait son apparition, évidemment. On a fait beaucoup de fromage à poutine. On s'entend que c'était peut-être pas très tendance en 1908, mais aujourd'hui, il y en a plus. On a aussi surfé sur... on fabrique du suisse, on fabrique du parmesan. Donc, on suit l'évolution. Selon la demande. Selon la demande, selon les besoins. Comment s'orchestre, en fait, la production de cette gamme-là? Parce qu'il y a un côté production, mais il y a un côté aussi maturation. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Oui, c'est le bon terme. Pour le conserver un certain nombre d'années ou de peu importe le produit qui en sort. Donc, est-ce que tu peux nous vulgariser ce côté-là? Oui, les fromages Perron, comme vous remarquez sur les boîtes que vous voyez dans les épiceries, on a une appellation par année. Donc, on a du 1 an, du 2 ans, le doyen qui est inscrit aussi 4 ans, puis le médium. Quand on inscrit une année sur un fromage, c'est de façon légale, on n'a pas le choix que ce fromage-là ait cet âge-là. Ce qui est en comparaison, par exemple, avec un extra fort ou un fort. Ça, ici, on n'a pas de restriction de temps. Donc, quand on voit une année écrite sur un emballage, ça signifie que le produit doit avoir cet âge-là. OK, absolument. À la base. Fait que chez nous, on fait du médium 1 an, 2 ans, 4 ans, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Comment on orchestre ça? C'est pas compliqué. C'est très compliqué quand on y pense, mais on essaie de se le simplifier. On part tout simplement de prévisions de vente qui vont déterminer un volume. Puis évidemment, ça nous prend un petit peu pas de magie, là, mais de voir un petit peu plus loin. Parce de projection. C'est ça, de projection, merci, pour justement valider aujourd'hui ce qu'on va vendre dans 4 ans. Fait que ça nous prend une espèce d'étude des marchés pour s'assurer d'avoir le bon volume. Puis sinon, mais tout simplement, nous, on fait toujours le même fromage. On le fabrique, on l'entrepose à 4 degrés C selon la durée de maturation demandée par la... Oui, c'est ce que je m'en allais dire, parce que là, il y a des je m'en allais dire des restrictions, mais il y a des paramètres qu'il faut respecter pour être sûr et certain que ce fromage-là dure dans le temps puis qu'il soit à maturité au moment où est-ce qu'on le décide. Effectivement, c'est un mélange du pourcentage d'humidité, entre autres, qui va nous permettre, puis de matière grasse, qui va nous permettre d'avoir la texture qu'on veut, puis qui va lui donner une certaine pérennité. Pour être certain que dans 4 ans, le produit sera encore selon les standards de qualité de Perron. Ce qu'on fait aussi pour s'assurer de tout ça, c'est qu'une fois par mois, le fromage est tous goûté.
OK. Il goûtait à 3 mois, puis à chaque année par la suite. Donc, ça veut dire qu'on arrive à un moment où est-ce que dans l'histoire de la fromagerie Perron, on acquiert, je dirais, une certaine renommée au niveau de nos produits. Selon toi, Natacha, qu'est-ce qui fait, avec ton expertise, puis même avec l'histoire que tu as de la vie là, de la fromagerie Perron, qu'est-ce qui fait que nos fromages sont aussi renommés à la grandeur, soit de la province ou même du Canada? Ben, moi, je pense que c'est, comme je viens de le mentionner, au niveau des hauts standards de qualité. OK. Donc, on s'en permet peu, on va dire ça comme ça. Ouais. Il faut s'assurer que ce soit de l'usine propre, à la bonne recette de lait, aux bonnes températures utilisées dans les carrières et tout ça, les bons paramètres de fabrication. Ouais. Fait que ça nous permet de s'assurer d'avoir un fromage qui va répondre à nos exigences. Il y a aussi le fait qu'on est approvisionné du lait de la région. C'est ce que je m'en allais dire, oui, exclusivement. Oui, je dirais qu'on est à environ 45 minutes de chaque côté de la fromagerie. Quand même. Donc, le lait est assez local, on Ouais. se le dit. Puis ça fait partie de notre fierté aussi. Mm-hmm. Fait que ça veut dire que le lait qu'on reçoit, comparativement, disons, à des plus grandes fromageries de plus grands centres qui vont avoir du fromage de toutes les périphéries, nous, on a presque toujours le même lait. OK. Parce que c'est les mêmes fermes. Ouais. Je vous dirais que notre cédule de lait, il n'y a pas beaucoup de routes différentes. Ouais, c'est Fait ça. que c'est pas mal toujours les mêmes. Fait que ça nous donne aussi une flore qui est un peu unique à nous. Mm-hmm. Puis sinon, ben, c'est la façon dont on transforme le fromage. Puis on a des employés qui sont avec nous depuis longtemps. Donc, on s'assure de garder leur savoir-faire puis de le transmettre au prochain fromager. Parce qu'on va se le dire, ce qui fait de la popularité, la renommée d'un fromage, c'est aussi, comme tu l'as mentionné, les employés qui travaillent à l'arrière-scène, qu'on voit rarement, mais qui travaillent, on allait dire jour et nuit, mais c'est le cas. C'est très dur faire du fromage physiquement parce que de par la grosseur de notre entreprise, on n'est pas très automatisé. On est automatisé pour certaines étapes, mais c'est ce qui nous rend aussi unique. Oui, c'est vrai. On est automatisé pour certaines étapes, mais plusieurs manipulations qu'on a à faire physiquement là, avec la manipulation de charge répétée. Puis oui, ça prend des humains qui nous travaillent ça de la bonne manière pour que ça fonctionne. D'acquérir une certaine expertise, parce que c'est quand même, de la façon que je le vois, c'est quand même une expertise presque unique, là, d'être un maître fromager. Et ça prend des notions des notions puis une expérience qui ne s'acquiert pas comme ça. Là. Ben, c'est sûr que c'est un peu comme dans tout. Là. L'expérience fait souvent foi de tout. J'ai un collègue, là, justement, on fêtait son 25 ans chez Nutrinor l'année passée, qui était avec nous puis qui était fromager de ce temps-là. Quand même. Qui est encore là pour pouvoir perpétuer ces recettes-là. Parlons maintenant des procédés de transformation. Là. Donc, de partir du lait, comme tu le disais, Natacha, qui est presque tout près de la fromagerie. Donc, à partir du moment où est-ce que le lait arrive là, à l'usine de la fromagerie Perron et qui se transforme en fromage, c'est quoi les étapes, je dirais à respecter, mais qui font partie du fait de faire du fromage? Le fromage, c'est quelque chose qui prend très peu d'ingrédients. OK. Donc, on a du lait, des bactéries lactiques qui vont transformer le lactose, donc le sucre du lait, en acide lactique pour changer la texture. Donc, on ajoute des bactéries, des bactéries qui sont saines. Oui, évidemment. Des bactéries, un agent coagulant, donc qui va permettre de transformer le lait liquide en gel, un peu à l'image d'un yogourt nature. OK. Si vous avez, ferme. Donc, ça. Fait que nous, on pasteurise le lait, on ajoute les bactéries, on ajoute l'agent coagulant, puis avec un mix de température, de développement d'acidité et tout ça, on va obtenir tout simplement du caillé puis du lactosérum. OK. Le principe de cheddarisation, ça le dit. Le cheddar, qu'est-ce qui est particulier, c'est l'étape de cheddarisation. OK. Parce que c'est le seul fromage qui demande ces manipulations-là. Ah, je savais pas, OK. Ouais. Puis, on parle à partir du moment où, par exemple, que la citerne là, de lait arrive à la fromagerie, aller jusqu'au fait que le cheddar est prêt ou est consommable. On parle d'environ combien de temps? Ça dépend des recettes. Oui, évidemment. Mais si on parle évidemment du frais du jour, légalement, on ne peut pas conserver plus que 96 heures du lait dans nos silos. Mais habituellement, c'est du lait de 1 à 2 jours qu'on a. Okay. Donc, de la réception de la citerne à la fabrication, il y a la plupart du temps moins de 48 heures. Ah, mon Dieu, OK. Donc, ce fameux fromage-là, une fois qu'il est prêt, une fois qu'il sort de l'usine, comment ça s'orchestre la distribution? Par exemple, pour se retrouver là, dans les différents commerces. On parle toujours du frais du jour? Oui. Le frais du jour, dans le fond, on a 4 routes qui partent, nous, quotidiennement. C'est des livreurs qui sont dans notre équipe. OK. Donc, on le voit des fois sur la route, là, les camions à l'effigie. Ouais. C'est en plus ça, c'est nous. Donc, 7 jours par semaine, les camionneurs, les livreurs partent en plein milieu de la nuit
pour aller desservir tous les clients de la région. Okay. On a 3 routes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on va aussi tous les jours à Québec. OK. Et du côté des vieillis, c'est différent? Oui, du côté des vieillis, mais premièrement, on est distribué de coast to coast, ouais. d'un bout à l'autre du Canada, ouais. à travers un distributeur. Ça, tout ce qu'on fait finalement, c'est qu'on livre le fromage en Grand Montréal, puis qui est relivré à travers notre distributeur, à travers le Québec et le Canada. OK. Est-ce que c'est le même principe que, par exemple, pour le lait? Parce qu'on parlait à nos collègues du côté de la laiterie. Au niveau du lait, quand on ne retrouve pas nécessairement le produit, soit dans nos épiceries ou dans nos détaillants, ben on a juste à le mentionner et ensuite de ça, on est en mesure de l'avoir. Du côté des fromages, est-ce que c'est le même principe? Oui, c'est la même chose. Si on ne trouve pas le produit qu'on veut, on le demande à notre commerçant ou à notre épicier, puis il va s'assurer d'en avoir. Donc, ça veut dire que le client, en bout de compte, a quand même un certain pouvoir de pouvoir retrouver nos produits qui sont si bons là, sur les tablettes là, de son épicerie préférée. Oui. Parlons maintenant, faisons une coupure là, dans le temps pour amener notre nouvelle, je m'en allais dire, entreprise qui fait partie de l'architecture de Nutrinor, la fromagerie Champêtre. La fromagerie Champêtre a fait partie de la vie de Nutrinor à partir de quelle année? 2017. 2017. Et là, contrairement à la fromagerie Perron qui produit presque exclusivement que du cheddar. Oui, il y a d'autres produits. Mais du côté de Perron, pas Perron, mais de Champêtre, en quoi c'est différent au niveau des produits? Champêtre fait quelques produits de spécialité, okay. comme la raclette, entre autres, que vous voyez aussi dans les épiceries. Mais depuis l'année dernière, se concentre presque exclusivement sur le fromage en grains puis le fromage à poutine. OK. Puis c'est intéressant que tu nous le mentionnes parce que pour le commun des mortels, là, en quoi un fromage en grains est différent d'un fromage à poutine? Ça dépend des clients, encore une fois, mais pour nous, c'est la même recette. OK. C'est que le format du grain qui va changer. Ah, parce que, par exemple, le détaillant ou le resto qui le demande, m'en allait dire exige, mais ça doit être ça, là, une certaine grosseur de grain, peut-être? Oui, ça fait partie des critères importants pour nos clients restaurateurs. Alors, du côté de la fromagerie Champêtre, c'est ce qui fait un peu la renommée de la fromagerie. On a parlé de fromage en grains, mais pour la poutine, de fromage en grains aussi. J'aimerais que tu nous parles, on a parlé quelque peu du fromage à raclette. En quoi, par exemple, le fromage à raclette est différent au niveau des procédures ou de la manière de le produire qu'un cheddar, par exemple? Ben, premièrement, il n'y a pas l'étape de cheddarisation. Okay. Ça, c'est certain. Donc, il n'y a pas de manipulation physique et difficile. Si je ne me trompe pas, le fromage à raclette est fait en bloc un petit peu sur le même format que nos Suisses. Okay. Puis, il est vendu tout tranché. Puis, il y a aussi une étape de maturation avec des bactéries spécifiques pour lui donner le petit goût classique de la raclette qu'on veut dans nos bons repas de samedi soir. Donc, ça veut dire, si j'ai bien compris, que chaque sorte de fromage a des bactéries différentes. Oui, c'est la façon dont ils vont transformer le sucre du lait, le sucre qu'on retrouve dans le lait, ils vont faire des petites molécules différentes. Donc, ça va nous amener des goûts, des saveurs, des arômes différents. Puis j'aurais le goût aussi de rentrer du côté plus recherche et développement parce que je sais que ça fait partie de ta vie là, chez Nutrinor. En quoi la recherche et développement est importante dans le domaine du fromage? Ben, c'est comme un peu partout. C'est ridicule de savoir, pas ridicule, mais vous seriez surpris de voir, tu sais, on avait des téléphones à roulettes, on est rendu avec des appareils assez sophistiqués, mais c'est la même chose avec les bactéries, c'est la même chose avec les différents ingrédients. Il y a toujours moyen d'être meilleur, que ce soit justement comme on vient de discuter, avec une saveur spécifique ou un arôme différent qui va nous amener quelque chose de différent. Puis il y a aussi ça nous amène des standards dans nos opérations. Il y a ça. Puis, parlons des opérations. Tu m'amènes sur un beau volet. Au niveau des opérations dans les deux fromageries, en quoi, en fait, ça demande un défi, les opérations, puis l'optimisation des opérations? L'important, c'est de rester compétitif. Parce que, comme je vous dis, on est sur le marché canadien. On n'a pas que des petites fromageries comme la nôtre comme compétiteurs. Il y a des fromageries contre qui on se bat qui n'ont pas d'employés dans l'usine. Tout est automatisé et tout ça. Fait que c'est important pour nous d'aller chercher de l'efficience
conscience le plus souvent possible, que ce soit par des nouvelles techniques ou des choses comme ça. Fait que oui, il y a certains équipements, des fois, que ce soit un convoyeur ou quelque chose comme ça, des emballeuses plus rapides qui vont nous permettre d'aller chercher une efficacité supérieure, donc d'être capable de donner un produit que le client est en mesure de payer aussi. Oui, tout à fait. Puis selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte, parce que tu parlais de compétition, au niveau des fromages, il y a quand même une solide compétition, là, autant provinciale que nationale. Qu'est-ce qui fait en sorte que la fromagerie Perron et sa petite sœur, là, la fromagerie Champêtre, a su se démarquer du lot autant au courant des années? Je pense que c'est parce que, justement, on essaie de rester le plus productif possible, le plus efficace. Puis, on essaie d'aller dans des marchés où on est compétitif. Parce que on a parlé tantôt de nos produits, mais on a beaucoup de fromages à la fromagerie qui sont vendus au niveau industriel, que personne ne voit à la limite, puis que ça apparaît pas dans les épiceries. OK. C'est des produits qui sont vendus plus en vrac, du 19 kilos. Ça, je vous dirais que la fromagerie Perron, on est très compétitif dans ces formats-là. Ouais. Puis parallèlement à ça, pour aller chercher une certaine synergie, la fromagerie Champêtre s'en vient plus à l'aise dans les petits formats. Ah, OK. Puis je suppose, de parce que tu me dis qu'il y a une collaboration entre les deux fromageries aussi. Oui, on est à la fois client et fournisseur l'une de l'autre. OK. Oui, c'est vraiment notre sœur. Puis, ça fait que depuis 2017-2015, on se dit, comme je disais tout à l'heure, Champêtre a eu un projet assez important l'année dernière qui a fait en sorte de revoir un peu la conception de son usine. Puis là, plus ça va aller, plus il va y avoir des synergies potentielles entre nos deux usines. De part aussi, je dirais la solidité ou l'avantage que Nutrinor a de pouvoir avoir ces fameuses synergies-là. Oui, effectivement. Je serais curieux de savoir, on parle de synergie, est-ce qu'il y a eu aussi des synergies avec d'autres secteurs du Grand Nutrinor? Oui, mais on travaille beaucoup avec la laiterie. Il y a aussi au niveau du transport, que la laiterie, avec sa section transport, nous aide soit à rapporter du matériel de Montréal ou en envoyer. Au niveau de Champêtre, comme je disais, au niveau achat, revente de fromage. Puis, on a Royer Gros Plétier aussi, qui fait partie de Nutrinor depuis quelques années, puis qui est un très gros client pour la fromagerie Perron. C'est à peu près lui qui est responsable de tout ce qui est notre volet industriel. Ah, je comprends. Puis ça veut dire aussi que dans l'architecture de Nutrinor, si je peux m'exprimer ainsi, ça veut dire quoi pour Natacha de travailler dans la famille de Nutrinor? Ben, je trouve ça vraiment intéressant parce que, justement, ça fait presque 25 ans que je suis chez Perron, l'année prochaine. Puis, je suis fière d'être là, puis on est une belle usine, puis on est une belle équipe. Mais c'est aussi le fun de faire partie de quelque chose d'un petit peu plus grand. Puis de se dire qu'on peut s'aider entre nous. Puis, on est tous dans le même milieu, on a tous les mêmes problèmes, on a tous un manque de main-d'œuvre à un moment donné, un problème avec un distributeur ou un client, puis on est tous capables de s'entraider, fait que c'est le fun. Fait que ce que je comprends aussi de ce que tu me dis, c'est qu'à la fois, les synergies sont intéressantes puis sont importantes au niveau des industries, mais aussi au niveau des humains. Il y a des partages de connaissances qui sont faits là-dessus. Oui, la plupart du temps, des gens ont fait les erreurs avant nous ou nous donnent les trucs pour s'en sortir. Fait que oui, puis si on parle des deux fromageries, puis même la laiterie, on a des équipements qui sont similaires. C'est possible des fois de se dépanner, même au niveau des ressources mécaniques, parce qu'on a les mêmes équipements. Fait que oui, autant l'individu que les produits, Michel, tu as raison. Alors, Natacha Tremblay, directrice des opérations à la fromagerie Perron, un immense merci d'avoir participé à cette balado. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Natif de Québec, d'une famille de producteurs passionnés de bonne bouffe, de chasse et de pêche et muni d'une solide expérience dans différents emplois en alimentation, en vente et en agroalimentaire, Alexandre Mekela a fait le saut chez Nutrinor à la fin du mois d'août 2023. Bienvenue, Alexandre. Bien, merci bien. Un plaisir. J'aimerais en fait qu'on commence directement dans le vif du sujet parce que les gens s'intéressent en fait à comment les produits se retrouvent dans nos tablettes, dans les supermarchés, dans les stations-service, etc. Parle-nous en fait du moment où est-ce qu'on est à l'usine, aller jusqu'au moment où est-ce que presque on le consomme à la maison. Comment ça se distribue tout ça? Oui, donc c'est un cercle vertueux qui est quand même assez long. Quand on regarde dans le fond de la production d'un produit agroalimentaire jusqu'à sa mise en tablette pour l'achat au consommateur, on parle dans le fond qu'il y a dans le fond des intermédiaires, que ce soit dans le fond des distributeurs, des partenaires d'affaires qui vont distribuer nos produits, généralement des entrepôts.
OK. de l'entrepôt qui est géré généralement par un intermédiaire qui s'appelle un détaillant, Ouais. dans le cas présent. Fait que dans le fond, l'entrepôt du détaillant, le produit, dans le fond, s'en va en localisation. Et selon la demande du magasin en termes d'inventaire, c'est des systèmes, généralement, c'est des systèmes informatiques qui gèrent cette demande-là. Donc, ils envoient une commande à l'entrepôt. Ça rentre dans le système de distribution du détaillant à ce moment-là pour une livraison en magasin. Évidemment, là, il y a de l'inventaire en magasin ou c'est mis directement à tablette. Ça dépend encore là de l'état de l'inventaire actuel du produit. C'est là qu'à ce moment-là, il y a des marchandiseurs qui vont aller placer le produit en tablette, que ce soit des employés du magasin ou des employés de Nutrinor, des distributeurs qui ont des employés encore là pour aller mettre le produit en tablette. Puis c'est là qu'à ce moment-là, le produit est exposé au consommateur puis il peut faire le choix de prendre des produits Nutrinor. Donc, ça veut dire que puisque les distributeurs, les commerçants vont à la demande, donc ça va selon ce qu'ils ont besoin ou selon ce qu'ils se sont fait réclamer, ça veut dire que le consommateur a le choix de le demander. Oui, exactement. Fait que, c'est vraiment le consommateur qui est le roi là-dedans. Donc, dans le fond, lui génère cette demande-là. Si lui décide de prendre les produits Nutrinor à cause de la qualité, à cause du prix, à cause de toutes ses réponses, va générer à ce moment-là des demandes de production. Fait que le cycle va jusqu'après ça revenir au manufacturier pour remplir d'autres commandes. Puis c'est ce que j'aime, puis c'est ce qui est important. Souvent, les gens négligent l'impact qu'ils peuvent avoir dans un commerce. Ah, tout à fait. Parce que je donne toujours le même exemple banal, là, mais c'est parce qu'il faut donner un exemple. Je consomme du lait, par exemple, 1%. Je ne le retrouve pas en tablette à travers le Québec. Je peux le demander pour le retrouver. Et c'est souvent ce que les gens ne savent pas nécessairement. Donc, la demande est très importante dans le processus. Ah, exactement. Donc, dans le fond, si on prend le cas du lait, là, on est les seuls qui est en agriculture durable. Donc, dans le fond, on est les seuls au Québec. Donc, ça nous différencie. C'est quelque chose qu'on essaie de faire connaître et je crois même pour l'avenir, là, quand on se projette dans le futur, c'est une tendance qui est extrêmement porteuse. Là, quand on regarde dans le fond en Europe présentement, il y a beaucoup même de conversion de producteurs à l'agriculture durable. On le voit, là, les 10 prochaines années, on risque peut-être d'entendre moins parler de bio, organique, mais beaucoup plus d'agriculture durable. Parce que dans le fond, l'agriculture durable permet d'être quand même assez productif en agriculture, mais d'aller chercher des valeurs qui sont beaucoup plus éco-responsables. Puis ça, dans le fond, on a été pionniers dans la région ici. Puis au niveau des produits laitiers, on est les seuls qui est capables de le mettre de l'avant. Fait que ça nous démarque partout au Québec. Fait que même là, on est en train de réfléchir à c'est quoi cette stratégie pour aller mieux passer le message puis plus nous différencier parce qu'on le sait qu'on compétitionne quand même des joueurs majeurs là, au Québec. Donc, dans le fond, c'est vraiment d'avoir des produits différenciés et aussi de tabler plus sur l'agriculture durable parce que nos compétiteurs ne peuvent pas faire ces allégations-là au niveau du marché. Exact. Puis continuons de parler des produits laitiers parce qu'en fait, au niveau des tendances, si je pourrais m'exprimer ici, comment que vous réussissez à voir ou à aller au-devant? C'est-à-dire que là, vous venez de me mentionner que oui, l'agriculture durable, c'est important, mais comment qu'on réussit à se démarquer par rapport, oui, à la compétition, mais aux autres types de breuvages aussi qu'il peut y avoir? Oui. Donc, dans le fond, la compétition, présentement, elle arrive d'un peu partout. Au niveau des laits alternatifs, que ce soit des laits de soya, d'amande, d'avoine. La clé dans tout ça, encore là, c'est d'avoir une marque avec une promesse claire. OK. On parle encore une fois d'agriculture durable ici, qui nous démarque. Des valeurs d'entreprise, nos emballages sont carboneutres, carbocompensés. Encore là, on a plein d'attributs, mais il faut aller au-delà de ça. Je pense qu'il faut aussi beaucoup plus innover dans nos produits, arriver avec des nouveautés. Les consommateurs aiment aller chercher des nouveaux produits, essayer des nouveaux produits, puis c'est très dynamique. Fait que quand on parle justement autant de la chaîne du manufacturier, des intermédiaires, du détaillant jusqu'au consommateur, toute cette chaîne-là adore les innovations. OK. Autant le consommateur que le détaillant aime les innovations que les manufacturiers. Dans le fond, c'est une façon de se redémarquer, d'aller rajouter de la valeur. Et de justifier pourquoi ils ont besoin de nos produits. Exactement. Le détaillant va toujours accueillir de l'innovation parce que ça stimule la catégorie. Si tu n'apportes pas d'innovation en tant que manufacturier, tu es considéré comme un joueur, dans le fond, en maintien.
Alors que quand tu es dynamique, puis c'est ce qu'il faut aller rechercher, je crois, au niveau des produits laitiers, nos gammes de produits, il faut redynamiser via l'innovation. Comme on l'a mentionné, les laits alternatifs dont on parle sont là pour rester. Il y a plein d'autres breuvages, que ce soit les boissons énergisantes, que ce soit les boissons gazeuses, les eaux, etc. Fait que la compétition arrive d'un peu partout, mais pour demeurer pertinent, il faut avoir les deux. Il faut avoir une marque forte avec une personnalité, des valeurs fortes, mais aussi aller beaucoup plus en innovation. Puis là, je pourrais te donner l'exemple, dans le fond, du barista. Ouais. Le barista, c'est un produit unique. Puis qui n'existait pas dans les dernières années chez Nutrinor. Non, qui est relativement récent dans l'histoire. Puis là, on en fait beaucoup la promotion. Puis pour moi, c'est un grand vecteur. C'est un exemple d'innovation qui est un grand vecteur de développement pour l'entreprise. Puis comment on réussit à continuer d'être optimiste par rapport à certains produits? Est-ce que c'est d'être à l'écoute des consommateurs? Comment vous réussissez à être à l'écoute des consommateurs à ce niveau-là? Oui, bien, c'est une très bonne question dans le sens que c'est important pour nous d'éviter d'être centré uniquement sur Nutrinor et les besoins de Nutrinor. À la fin, on en a parlé, c'est le consommateur qui génère cette demande-là. Ouais. Fait que tu l'as bien dit, c'est de faire des études de marché, d'aller chercher des données de marché. OK. De monter des concepts de produits basés sur les tendances. Puis, tu sais, les tendances peuvent arriver de l'Europe, puis peuvent arriver de l'Asie, peuvent arriver des États-Unis, peuvent arriver de la restauration. La restauration est souvent un vecteur d'innovation au niveau du marché du détail. Ouais. Puis, c'est un autre marché qu'on est en train de développer au niveau de la restauration. Parce que bien souvent, tu vas tester des concepts en restauration pour après ça les amener au niveau du détail. OK. Il y a beaucoup, beaucoup de tendances alimentaires. C'est pour ça que c'est important de regarder les différents marchés, mais de regarder. Puis on a la chance au Québec d'avoir une industrie de la restauration, malgré qu'elle vit une année difficile présentement. Tu sais, extrêmement bonne, extrêmement dynamique, extrêmement active. Nous, en développant ce segment de marché-là, ça va nous donner justement plus de feedback. C'est quoi les tendances des chefs? Qu'est-ce qu'ils font? Fait que c'est d'aller chercher vraiment toutes ces informations-là. Puis ce qui est plus important à la toute fin pour moi, c'est d'aller tester ces concepts-là avec le consommateur. Puis c'est le consommateur qui a le pouvoir. On néglige des fois le pouvoir qu'on peut avoir à titre de consommateur dans certains produits. Oui, exactement. Puis nos consommateurs, dans cette optique-là, il faut qu'ils deviennent aussi nos ambassadeurs. Il faut les fidéliser. Il y a une partie de ça aussi qu'on peut utiliser notre banque de clients actuelle, que ce soit au travers des détaillants de nos propres réseaux, pour justement les tester, les interpeller sur des concepts, être très, très dynamique de ce côté-là aussi. Puis c'est la beauté de vivre, autant on parle beaucoup des réseaux sociaux, là, mais c'est la beauté de vivre en 2024. On a quand même, c'est des beaux outils à utiliser pour aller chercher le feedback de nos consommateurs. Puis à la toute fin, plus tu les engages, plus ils deviennent tes ambassadeurs. Plus ils comprennent c'est quoi Nutrinor, c'est quoi les valeurs de Nutrinor, où on s'en va Nutrinor. OK. Puis, en fait, pour continuer là-dessus, on a parlé des produits laitiers, parlons des fromages. Ouais. Est-ce qu'au niveau des fromages, la façon de les distribuer est différente? En quoi, en fait, distribuer des fromages peut différer de distribuer du lait? Oui, donc c'est une excellente question parce que dans les faits, oui, ça diffère du fait qu'on est dans le fromage frais du jour et dans le fromage réfrigéré. Le fromage réfrigéré suit le même cycle de distribution et de mise en marché que le lait. OK. Donc, par exemple, on parle ici des vieillis, par exemple, de Perron. Exactement. Parfait. Fromage vieilli de Perron, tous les fromages qui sont de type réfrigéré qu'on appelle ou à maturation, comme tu l'as mentionné. Donc, dans le fond, ceux-là ont le même cycle de distribution que nos produits laitiers. Parfait. Pour ce qui est du fromage frais du jour, par contre, c'est complètement différent. Nous, on parle de livraison à tous les jours. Ouais. On couvre l'entièreté du Québec avec nos 2 fromageries. Évidemment, tu as Fromagerie Perron pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du marché de Québec. Ouais. On a un immense succès avec ce produit-là, mais au niveau de la distribution, c'est toute qu'une logistique. Parce que là, dans le fond, le fromage part tous les matins de Saint-Prime, se fait distribuer. Là, vous pouvez penser, dans le fond, oui, partout alentour du Lac-Saint-Jean, du Saguenay, on va jusque dans Charlevoix, mais aussi vers Québec. Puis le marché de Québec, on est en grand développement. On a un immense succès commercial avec la qualité du produit. Encore là, et ce qui est bien, c'est que peu importe la journée du jour, le fromage arrive aussi frais au Saguenay qu'à Québec. Il arrive même des fois avant à Québec qu'au Saguenay. Parce que le temps de partir justement de Saint-Prime jusqu'à Québec, des fois les magasins au Saguenay ne sont pas encore ouverts. Donc dans le fond, ça prend un cycle de distribution encore là qui est différent. Tandis qu'à Québec, on livre à 2-3 heures du matin. OK. Fait que quand le produit arrive, les cycles de distribution, c'est des partenaires de distribution qu'on a à Québec qui livrent le produit. C'est beaucoup en restauration à Québec.
Le marché qu'on développe énormément à Québec, c'est de la restauration. OK. On peut le voir, là, il y a plein d'influenceurs, dont un en particulier que je n'aimerais pas ici. Là, il fait des reviews, c'est quoi le bon terme? Qui testent des poutines. Il teste des poutines, exactement. Là, il donne sa note pour les frites, la sauce et le fromage. Mais quand on regarde dans le fond, là, les 4 dernières évaluations de poutine qu'il a fait, évidemment, c'est ses goûts personnels à lui, mais on est sorti à chaque fois comme le partenaire de choix dans le fromage à poutine. Dans la fromagerie Perron particulièrement, on a une très grande variété déjà de produits. On en additionne présentement des nouveaux. Puis ça, encore là, tu reviens avec l'innovation. C'est un nouveau produit, ça stimule les ventes, tout le monde aime ça. Qui provient à la base d'une demande, probablement. Exactement. Donc, on regarde les données de marché, fait qu'on sait déjà quel type de fromage est de plus en plus en demande. Ouais. On est en train de développer différents produits, justement, pour répondre à ce besoin-là. Fait que c'est autant encore là en conversion, quel type d'emballage. On peut-tu avoir même des emballages éco-responsables un jour en plastique? Ouais. Présentement, au niveau de l'alimentation, ce n'est pas le cas. Mais clairement, c'est des tendances que les clients nous le demandent présentement. Ben oui. C'est juste qu'on ne trouve pas de manufacturier pour aller là, mais clairement, la demande est là. Les détaillants nous le demandent, les consommateurs nous le demandent. Puis en tant qu'entreprise qui a déjà ces valeurs-là, on est déjà à la recherche de ça. Mais en alimentation, c'est plus difficile. On n'est pas encore rendu là. La technologie ne nous le permet pas, mais c'est clairement quelque chose qu'on veut explorer parce que c'est carrément nos valeurs chez Nutrinor, d'autant plus en agriculture durable. Et avec toute la gamme de produits laitiers, tu as vraiment un mariage entre les deux. Évidemment, du fromage est fait avec du lait. Donc, il y a vraiment, dans le fond, un pont qui pourrait se créer là, emballage carbocompensé de l'autre. Et ainsi, dans le fromage, ce serait vraiment de joindre les deux stratégies ensemble, ce qui serait l'idéal. Puis continuons de parler d'avenir, à la fois au niveau des produits laitiers qu'au niveau de nos deux marques de fromage, là, à la fois Fromagerie Champêtre, Fromagerie Perron. L'avenir, moyen, long terme, qu'est-ce que ça risque de représenter au niveau des produits laitiers, au niveau des fromages chez Nutrinor? Donc, dans le fond, au niveau si on commence par les produits laitiers, on a une marque forte régionalement, c'est de justement aller développer d'autres marchés. Avec autant de l'innovation que du développement de marché, un positionnement, particulièrement en agriculture durable. Je pense que c'est le vecteur long terme qu'il faut vraiment bien communiquer. Encore là, il y a un effort de communication, un effort même d'éducation auprès du consommateur à cet effet-là, pour qu'ils comprennent, ils saisissent c'est quoi la valeur de l'agriculture durable. Mais c'est très, très porteur. Fait que, dans le fond, il y a ce vecteur-là, comme on le disait, le vecteur innovation. Puis innovation, c'est autant avec notre propre marque, nos propres produits. On a une équipe de recherche et développement en place. Puis c'est vraiment quelque chose sur lequel on va focusser énormément, de stimuler l'innovation en termes de recherche autant consommateur, valider des concepts, faire des tests, qu'aussi chercher des nouveaux partenaires d'affaires pour la laiterie. Donc, dans le fond, d'aller chercher soit des nouveaux segments de marché, soit des contrats à l'externe pour justement aller fabriquer des produits pour d'autres, mais qui génèrent du volume, donc qui génèrent une activité économique alentour de la laiterie. Fait que c'est vraiment ces 3 volets-là, autant nos marques, autant de l'innovation que des partenaires d'affaires. Est-ce que c'est la même affaire au niveau des fromages? C'est sensiblement la même chose, effectivement, au niveau du fromage. On est en relancement, on va faire un relancement de marque au niveau de Perron cette année, un relancement majeur, puis on intègre des concepts d'agriculture durable à l'intérieur de ça. Donc, dans le fond, c'est là qu'on fait le pont entre les deux stratégies, entre la stratégie qui a été mise en place dans les produits laitiers avec la marque Nutrinor et maintenant avec Perron qui appartient à Nutrinor. On voit que c'est la même agriculture durable, puis ça va te créer, dans le fond, aussi une masse critique pour l'éducation, pour être capable de passer ces messages-là au niveau du marketing. Puis encore une fois, tu sais, Perron, dans le fromage, c'est une marque de choix. C'est le fromage cheddar le plus connu au Québec. Puis c'est d'y redonner un petit peu ces lettres de noblesse-là. Puis encore une fois, avec une marque qui est bien connue au Québec, c'est même d'avoir des aspirations de déborder du Québec avec ce genre de produit-là. Je pense qu'on a la qualité de produit pour le faire. Maintenant, il faut bien entourer ça. Il faut aller faire une bonne représentation à l'extérieur du Québec, mais il y a un réel potentiel. Puis de là aussi qu'on additionne des nouveaux types de fromages pour aller répondre aussi à des besoins qui sont peut-être différents dans les autres marchés que ceux spécifiquement du Québec. Puis le profil de goût même du produit est différent de ce qui est recherché dans le restant du Canada qu'au Québec. Même des fois, je ne vous cacherai pas qu'il est différent, exemple, dans l'ouest de Montréal versus l'est de Montréal. Donc, on peut comprendre que
chaque région a des produits qui fonctionnent mieux, mais c'est d'avoir cette sensibilité-là, d'avoir une gamme de produits qui répond encore là aux besoins. Puis si on veut développer d'autres marchés encore là, c'est le même principe. Il faut qu'on soit à l'écoute de ces consommateurs-là. Au lieu d'y imposer nos propres choix, c'est vraiment de l'écouter puis de s'adapter à cette réalité-là. Alors, Alexandre McCallum, merci d'avoir accepté de participer à cette balado. Merci, c'est un plaisir. C'est ce qui conclut le premier épisode à propos de l'agroalimentaire. J'espère que cela vous a ouvert l'appétit. Rendez-vous à l'épisode 5 où nous continuerons de parler de ce domaine de Nutrinor. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.